Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast Au-delà du tapis, consacré à un bref résumé de l'histoire du yoga. Je suis en charge de vous résumer cette histoire du yoga et laissez-moi vous dire que j'ai une confession à vous faire, je suis loin d'être un expert en la matière. J'ai déjà fait quelques lectures et écouté plusieurs audios, livres, j'ai eu des transmissions orales lors de mes nombreuses formations. Mais c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le sujet. Alors, pourquoi je me suis lancé dans cette aventure folle de vous parler de l'histoire du yoga? Eh bien, parce que j'ai décidé que si je ne pouvais pas être un expert en histoire, je pourrais être un bon conteur d'histoire. Et si j'ai bien compris une chose sur le yoga, c'est que c'est une pratique qui s'est répandue à travers le monde et qui a évolué de multiples façons au fil des siècles. Et c'est là que je vais tenter de faire un résumé, d'étaler ma confiture sur l'ensemble de la tartine. Partons ensemble à la découverte de l'histoire du yoga. Un voyage qui nous mènera des grottes de l'Himalaya jusqu'aux studios les plus branchés du monde entier et de Los Angeles peut-être. L'histoire du yoga est tellement vaste et complexe qu'elle pourrait presque vous donner le tournis. Vous voulez tout savoir sur l'histoire du yoga? Attention les amis, c'est un peu comme plonger dans un océan sans fond, où il y a des créatures étranges, des courants mystérieux, des trésors cachés. À chaque coin. Mais c'est aussi rentrer dans un labyrinthe sans sortie. Ne vous inquiétez pas, ce résumé est comme votre équipement de plongée. Il vous aidera à explorer les profondeurs fascinantes de cette pratique millénaire, de comprendre les influences culturelles et philosophiques majeures qui ont façonné son évolution, et de revenir à la surface avec un sourire béat sur le visage, ou peut-être avec plein de points d'interrogation supplémentaires dans la tête. Donc je vous laisse plonger avec moi dans cette nébuleuse d'une immensité phénoménale, où la richesse des interprétations rivalise avec l'absurdité de certaines propositions. Dans ce résumé de l'histoire du yoga, je vais vous présenter en premier la partie védique, et je vais vous donner ensuite le but des Védas. Je vais passer ensuite au bouddhisme, vous donner le lien entre le yoga et le bouddhisme, vous donner pourquoi on faisait le bouddhisme. Et ensuite, je vais vous parler de Patanjali, qui est autre chose qu'une marque de pâtes italienne. C'est un sage qui a écrit les Yoga Sutras, fameux texte très connu aujourd'hui. Puis on passera à la période tantrique, qui est liée au bouddhisme, à l'hindouisme, au hatha yoga. Et je vais essayer de vous démêler tout ça dans ce podcast. Et ensuite, on partira sur le yoga postural et le yoga tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà pour le sommaire, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc on va commencer par les Védas. Dans chaque section, dans chaque sujet, je vais vous présenter le sujet et le but de l'époque par rapport au yoga. Donc ce yoga, cette pratique millénaire qui nous vient tout droit des temps anciens, si vous pensiez que le yoga était une invention récente des hipsters de Brooklyn, détrompez-vous. En réalité, le yoga remonte à plusieurs milliers d'années, et à une époque où les gens n'avaient ni smartphone, ni Instagram, ni Uber Eats pour se distraire. C'est dans les textes sacrés de l'Inde antique, les Védas, que l'on trouve les premières traces du yoga. Et à l'époque, les yogis n'étaient pas là pour se sculpter un corps de rêve, ou pour trouver une détente du diaphragme. Non, non, non. Ils avaient une mission beaucoup plus importante: communiquer avec les dieux. Car oui, à l'époque, les dieux étaient très occupés à faire des choses importantes dans leur royaume céleste. Et il fallait bien leur envoyer des messages de temps en temps. Alors les yogis, avec leur posture étrange et surtout leur rituel bizarre, se mettaient en relation avec les divinités comme s'ils passaient un appel Skype à l'autre bout du monde. Mais version védique. Bon, évidemment, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement que ça marchait vraiment. Mais bon, ça leur occupait probablement les soirées, et c'est bien là l'essentiel, n'est-ce pas? Ces textes sacrés, ou non, selon les points de vue. Alors, mon point de vue sur les textes sacrés, c'est que le mot sacré me dérange, dans le sens où ça a été écrit par des hommes. Et je vois pas en quoi un texte serait plus sacré qu'un autre, surtout si la philosophie derrière est extraordinaire. Je veux dire, quelqu'un qui écrit un super texte aujourd'hui, pourquoi il serait pas sacré non plus? Donc je vois pas pourquoi il y a des textes, parce qu'ils sont anciens, et qu'ils ont été écrits par des hommes, pourraient être sacrés ou plus sacrés que d'autres.
On peut dire qu'ils sont profonds, qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a de la poésie, etc. Mais le mot sacré me dérange comme si ça avait été écrit par des dieux. Wake up, c'est pas le cas. C'est pas les dieux qui ont écrit un texte. Oui, ils ont reçu des messages, mais voilà, ce mot sacré est un peu dogmatique selon moi. Mais ça, c'est que mon point de vue. Si vous avez un autre point de vue, n'hésitez pas à partager avec moi. Donc ces textes, sacrés ou non, selon les points de vue, sont remplis de poésie et de sagesse. Ils sont le fruit de la réflexion et de la méditation de nombreux sages qui, dans leur quête de vérité, ont cherché à percer les mystères de la vie et de l'existence. Leur compréhension du monde était à la fois simple et profonde, empreinte de respect et de bienveillance envers tout ce qui vit. Les Védas ne sont pas seulement des textes religieux. C'est aussi des guides pratiques pour vivre dans l'harmonie avec soi-même et avec les autres. Ils contiennent des hymnes, des prières, des rituels, des enseignements sur la nature et l'univers, ainsi que des récits de la vie des dieux et des héros. Tout cela est présenté dans un style simple et poétique. Simple, peut-être pas pour tout le monde. Mais plus que tout, les Védas sont une invitation à la méditation et à la contemplation. Ils nous encouragent à ralentir, à écouter notre cœur et notre intuition. Ils nous rappellent que la vie est un cadeau précieux et qu'il est de notre devoir de prendre soin de nous-mêmes, de nos proches, de la nature et de tous les êtres vivants. Voilà donc en quelques mots l'essence des Védas, cette source d'inspiration intemporelle qui continue à influencer le yoga et la spiritualité aujourd'hui. Et maintenant, c'est quoi le but des Védas? Le but ultime des Védas est d'atteindre la libération spirituelle ou moksha, qui est considérée comme la fin ultime de la vie humaine ou la fin du cycle des renaissances, parce que si on ne renaît plus, finalement on ne souffre plus. Les enseignements des Védas encouragent la pratique de la dévotion, de la méditation, de la moralité et de la connaissance de soi pour atteindre cet objectif. En somme, les Védas étaient destinés à fournir une base de connaissances pour les pratiques spirituelles et religieuses de l'hindouisme et à aider les gens à atteindre la libération spirituelle qui est considérée comme le but ultime, encore une fois, de la vie humaine. La première fois qu'on va avoir le mot yoga, ça sera dans un texte védique qui voudra dire le char ou l'attelage. On pourra après considérer que les chevaux fous sont les sens qui conduisent le char et que si nos sens ne sont pas contrôlés, qui sont incontrôlables, qui nous projettent partout là où ils nous emmènent, alors évidemment le char est incontrôlable. Voilà pour la petite analogie avec ce qui pourrait sembler un peu plus pratique pour nous aujourd'hui. On va ensuite passer au bouddhisme. L'époque du Bouddha où la méditation était reine et Instagram et Facebook n'existaient pas. Mais sans Facebook et Instagram, est-ce que vous seriez en train d'écouter ce podcast? Je ne sais pas. Que de temps sont passés, hein, mais il y a une chose qui n'a pas changé depuis des siècles, c'est l'influence du yoga sur le bouddhisme et vice-versa. On peut imaginer le Bouddha en train de méditer sous un arbre, se demandant s'il ne devrait pas se mettre au yoga pour ajouter un peu de variété à sa routine, s'il ne devait pas peut-être trouver d'autres techniques de méditation. Après tout, il est déjà en train de travailler sur l'esprit. Pourquoi ne pas travailler également sur autre chose, peut-être le corps, la respiration? Il y a les moines qui se plaignent de douleurs dans le dos après des heures et des heures de méditation. Et le yoga serait-il la solution à leurs problèmes? Le Bouddha, qui ne voulait rien d'autre que soulager la souffrance, a peut-être pensé que c'était une bonne idée. Mais ne vous y trompez pas. Les enseignements du Bouddha étaient bien plus que de simples postures assises où il fallait méditer. Il s'agissait d'une compréhension profonde de la nature, de l'esprit et de la réalité, une quête pour atteindre la libération de la souffrance. Et pourtant, le yoga continue à être pratiqué par les bouddhistes au fil des siècles, se fondant dans la tradition et la pratique, le hatha yoga par exemple, un yoga postural, respiratoire, où il y a de la concentration également, est souvent pratiqué pour aider à la méditation et à la concentration des moines. Aujourd'hui, alors que nous sommes bombardés de publicités pour des leggings de yoga et des applications de méditation sur le smartphone, il est intéressant de réfléchir à la façon dont ces pratiques millénaires ont été adaptées et modifiées pour répondre à nos besoins modernes. Et si les leggings et les applications étaient plus utiles qu'on ne voulait nous le faire croire? Que voulaient nous faire croire les personnes rigides
Mais peut-être que le Bouddha aurait approuvé après tout. Il a toujours encouragé la flexibilité de l'esprit, l'adaptabilité dans la vie, et qui sait, peut-être qu'avec un peu de yoga, il aurait atteint l'illumination encore plus rapidement. Le but ultime donc du Bouddha était la libération de la souffrance et l'atteinte de l'illumination. Il a enseigné que la clé de la paix intérieure était la compréhension profonde de la nature de l'esprit et de la réalité. En gros, si vous vous comprenez, si vous réussissez à connecter avec cette paix qui sous-tend votre existence, finalement, vous arrêtez de souffrir. Et c'est là que le yoga entre en jeu. Le yoga est une pratique qui peut aider à cultiver cette compréhension profonde en permettant de se connecter avec son corps et son esprit d'une manière plus profonde et plus consciente. Donc, le yoga et le Bouddha. Le Bouddha pratiquait lui-même la méditation. Il est considéré comme une forme de yoga. Il a enseigné que la méditation était la voie vers la libération de la souffrance et de l'illumination, et que cela implique de cultiver la concentration, la pleine conscience. Et c'est en pratiquant le yoga qu'on peut atteindre également cette concentration et cette pleine conscience. Donc en fin de compte, le yoga et le bouddhisme se rejoignent dans leur objectif commun d'atteindre la paix intérieure et l'illumination. Les deux pratiques nous invitent à être présents dans le moment présent, à cultiver la compassion envers soi-même et envers les autres, même si c'est dur, je sais, et à trouver la sagesse dans notre propre expérience. Et qui sait, peut-être que si le Bouddha avait vécu à notre époque, il aurait aussi porté des leggings de yoga s'il était une femme, ou peut-être un short Lululemon rouge fluo comme je porte aujourd'hui. Pour faire un petit lien entre le bouddhisme et la pratique aujourd'hui, si vous voulez, la méditation, la contemplation, c'est un peu comme la douche. La douche pour notre cerveau. Pour bien réfléchir, pour avoir du discernement, pour avoir le plus de sérénité et de paix à l'intérieur, il va falloir vous nettoyer le cerveau par la méditation. Donc, ça paraîtrait improbable de ne pas prendre sa douche pendant plusieurs jours. Et pour autant, nous, c'est ce qu'on fait au niveau de notre tête, de notre cerveau et de notre mental. Donc c'est important de prendre sa douche, de se nettoyer régulièrement la tête pour que nos idées soient plus claires et que la souffrance n'envahisse pas notre être dans toute notre entièreté par une accumulation de saletés, les saletés étant, selon le bouddhisme, les fluctuations mentales trop importantes ou les pensées. Maintenant, on va passer au best-seller du yoga, les Yoga Sutras de Patanjali. Si seulement Patanjali savait à quel point son petit manuel de yoga serait étudié, analysé et interprété des siècles après sa mort, et surtout incompris par la plupart des profs de yoga, et moi-même. Patanjali a écrit les Yoga Sutras vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, et à une époque où le yoga était une pratique réservée aux brahmanes et aux initiés. Mais c'est notamment Krishnamacharya, un yogi du XXe siècle, qui a redonné vie à ces textes en les adaptant à la tradition des yogas dynamiques, les vinyasa, une époque où le yoga est devenu un phénomène mondial. Et quel phénomène mondial! Donc les Yoga Sutras, c'est un texte profond, complexe, destiné aux initiés. Donc en gros, pas à vous. Je dois avouer que moi-même, il y a quelques années, j'étais complètement perdu en lisant ça, et ça me semblait même honteux de ne rien comprendre. Mais depuis, j'ai découvert une méthode, par exemple pédagogique, appelée Zéro Mental, créée par Frédéric Vincent, qui m'aide à mieux comprendre ce texte. Cette méthode est basée sur divers concepts philosophiques ou spirituels, tels que l'hypnose thérapeutique, la méditation, et l'éveil au point zéro ou à sa nature véritable. Donc en utilisant cette méthode, j'ai commencé à avoir des liens pragmatiques entre les enseignements de Patanjali et ma propre vie. Les sutras ont commencé à avoir un peu plus de sens pour moi, au-delà de leur aspect purement philosophique. J'ai commencé à comprendre comment appliquer les enseignements dans ma vie quotidienne pour atteindre un état de calme et de sérénité. Ne vous méprenez pas, même si j'ai commencé à comprendre les Yoga Sutras, cela ne signifie pas que je les ai entièrement maîtrisés. Et loin de là. Ce texte est si profond et si dense qu'il est toujours possible de trouver de nouvelles couches de signification et de compréhension. Donc, si vous cherchez à comprendre les Yoga Sutras de Patanjali, laissez-moi vous dire
et vous donner un conseil. La lecture solitaire n'est probablement pas la meilleure façon d'y arriver. Ces textes sont tellement complexes et soumis à tellement d'interprétations qu'il est facile de se perdre dans un labyrinthe de significations. Franchement, je pense que nous devrions revenir à la bonne vieille transmission orale, comme à l'époque de Patanjali. Après tout, c'est comme ça que les sutras ont été enseignés pendant des siècles. Vous savez, un enseignant expérimenté, vous dirigeant pas à pas, clarifiant les points obscurs et vous aidant à trouver la signification pertinente pour votre vie personnelle en fonction de votre individualité, votre psychologie et votre bagage spirituel. Donc si vous n'avez pas la chance d'avoir un enseignant expérimenté à portée de main, il y a maintenant des méthodes pédagogiques modernes, comme par exemple le zéro mental ou d'autres méthodes qui peuvent vous aider à comprendre les enseignements de Patanjali d'une manière plus claire, plus rapide, plus pratique. Donc le but de Patanjali, c'est d'arrêter de se confondre avec le mental, d'arrêter de se prendre pour le mental, d'arrêter de prendre la corde pour le serpent. Pour lui, cette confusion de se prendre pour le mental nous amène à de la souffrance. On n'est pas le mental selon Patanjali. Donc Patanjali, c'est quelqu'un qui est allé chercher et qui a regroupé toutes ces vérités profondes qui étaient un peu perdues à l'époque, un peu oubliées. Il a cherché à restaurer ces enseignements pour que tous puissent les comprendre et trouver la paix intérieure en suivant ces lois éternelles, ces lois intemporelles que l'on peut encore utiliser aujourd'hui. Son but était de nous guider vers un état de calme et d'harmonie, avec un mental presque sans fluctuation, où il peut s'apaiser et trouver la sérénité. C'est quand même pas mal tout ça. On va maintenant passer au tantrisme. Le tantrisme, le hatha yoga, l'hindouisme, le bouddhisme, c'est un peu comme un immense bazar où tout est mélangé et où personne ne sait vraiment ce qu'il se passe. C'est comme essayer de démêler un sac de nœuds compliqué tout en portant un masque de plongée sur le visage. C'est une véritable aventure. Le tantrisme est une pratique ancienne qui implique de nombreux rituels, de la méditation, des mantras et des pratiques sexuelles. Oui, vous avez bien entendu, des pratiques sexuelles. Mais ne vous y trompez pas, c'est bien plus que ça. Les pratiques sexuelles ne font partie que de 1%, 1 pour 1000. C'est les pratiques les plus extrêmes, si vous voulez. Donc c'est une voie spirituelle qui vise quand même à l'illumination en utilisant tous les moyens disponibles, notamment le corps. Donc on va redonner au corps une attention beaucoup plus importante, beaucoup plus sacrée. Le hatha yoga. Vous savez, le hatha yoga que vous voyez sur les plannings de yoga, c'est une pratique qui est issue du tantrisme. Donc c'est une pratique physique qui vise à purifier le corps et l'esprit en utilisant des postures, des respirations et des techniques de concentration. C'est un peu comme faire du yoga tout en essayant de passer un examen de science avec soi-même. Maintenant, accrochez-vous. L'hindouisme et le bouddhisme sont deux religions qui ont influencé le tantrisme et du coup le hatha yoga. Donc l'hindouisme, c'est une religion polythéiste qui vénère de nombreux dieux et déesses, tandis que le bouddhisme est une religion sans Dieu qui vise à atteindre l'éveil personnel. Alors, comment tout cela est lié? Eh bien, le tantrisme est une pratique qui a émergé dans les deux religions, l'hindouisme et le bouddhisme. Le hatha yoga, c'est une pratique qui est née de la tradition du tantrisme, c'est donc un peu comme si tout était connecté, mais aussi déconnecté, puisqu'il y a plusieurs traditions tantriques. Il y en a même des centaines. Donc quand on vous dit hatha yoga traditionnel, j'ai envie de vous dire hatha yoga traditionnel de qui? De quoi? Et de quoi tu parles, mon ami? Il y a tellement de traditions tantriques différentes, et le hatha yoga découle de beaucoup de traditions différentes. Comment peut-on dire que son école est l'école authentique ou est l'école traditionnelle?
c'est pour moi un petit peu de l'hypocrisie ou peut-être du marketing pour vous faire croire que vous allez voir Dieu dans le cours, alors qu'en fait, vous allez juste faire des postures comme on a fait au 19e, 20e siècle, et qui n'ont rien à voir avec la tradition de l'époque, qui était quand même sacrément hard par certains côtés. Par exemple, on se mettait un linge dans le nez pour se nettoyer les conduits respiratoires. On pouvait même se couper le frein de la langue pour se l'avaler. C'est une pratique traditionnelle. Alors, pour ceux qui prônent le Hatha Yoga traditionnel, est-ce que vous allez couper la langue à vos élèves ou faire des trucs un peu bizarres comme ça? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut arrêter de raconter des conneries aux gens. Voilà pour mon avis, qui est très tranché sur le sujet, mais ce n'est que mon avis, encore une fois. Si vous avez des modifications, des remarques sur le sujet, je suis tout oui. Vous pouvez venir me parler, il n'y a aucun souci. Voilà pour cette histoire de Hatha Yoga traditionnel, qu'il y a beaucoup de traditions tantriques, et donc, du coup, compliqué de se définir comme le yoga authentique, ou voilà. Bref, vous avez compris. En fin de compte, je suis pas sûr qu'on puisse jamais vraiment comprendre toute la complexité de ces pratiques anciennes, mais je suis sûr d'une chose, si vous voulez vous lancer dans le tantrisme ou le Hatha Yoga, assurez-vous d'avoir un peu d'humour et de ne pas prendre tout cela trop au sérieux, sinon vous risquez de vous perdre dans le labyrinthe du bazar mystique et de ne jamais sortir de votre propre rigidité. Les pratiques sexuelles, oui, ça existe, il y en a eu, mais ça ne représente qu'une partie extrême du tantrisme, et c'est souvent la partie que tout le monde retient. Les pauvres Britanniques n'ont jamais compris le concept de chacun son truc, et c'est notamment les Britanniques qui ont pris juste cette partie-là pour pouvoir se moquer, pointer du doigt ces indigènes, ces indiens qui faisaient des trucs bizarres. Donc le tantrisme, c'est à l'origine de nombreuses techniques de yoga que nous connaissons aujourd'hui, par exemple le pranayama ou la pratique du contrôle de la respiration, et une clé aussi du tantrisme. Cette pratique nous aide à calmer l'esprit et à améliorer la concentration. Le Hatha Yoga, donc, c'est une forme physique populaire aujourd'hui, qui trouve également ses racines dans le tantrisme. Les asanas ou les postures de yoga ont été développées dans le cadre du tantrisme pour aider les pratiquants à renforcer leur corps et à améliorer leur flexibilité, avec une trajectoire un peu plus brutale, un peu plus forte, un peu plus directe, disons. Donc le tantrisme nous a également donné le mantra ou la pratique de la répétition de sons ou de phrases sacrées pour calmer l'esprit et aider à la méditation. Et bien sûr, il y a la méditation elle-même. Donc pour les mantras, moi je les fais et je les pratique souvent. C'est une pratique qui me fait beaucoup de bien, et ça calme vraiment les fluctuations du mental, ça apaise, ça éteint, ça coupe même le mental. Donc ce sont des pratiques tantriques qui sont des pratiques quand même fondamentales, qui peuvent nous aider à atteindre un état de conscience supérieur et à découvrir un peu plus notre nature essentielle. Alors ne vous laissez pas berner par les idées reçues sur le tantrisme. Au-delà des pratiques sexuelles, c'est une pratique profonde et riche qui peut nous offrir une multitude de techniques de yoga pour améliorer notre vie physique, mentale et spirituelle. C'est déjà pas mal. Et qui sait, peut-être qu'un de ces jours, nous découvrirons notre propre truc tantrique préféré. Donc le but ultime finalement du tantrisme est de transcender les dualités de la vie, le bien, le mal, le masculin, le féminin, le corps, l'esprit, pour atteindre un état de conscience supérieur et réaliser notre nature essentielle. Cela peut sembler être un objectif lointain, je suis d'accord. Mais comme dit le proverbe, un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas. Alors pourquoi ne pas prendre le premier pas et explorer ce que le tantrisme peut offrir? Qui sait, vous pourriez être surpris de découvrir quelque chose de nouveau et de merveilleux sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. On va maintenant passer au yoga postural. Le yoga postural, ça a été toute une affaire. C'est encore toute une affaire. C'est une affaire remplie de conflits, aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui. Donc à l'époque, les yogis traditionnels en Inde devaient se demander ce qu'il se passait chez les Occidentaux avec toutes leurs postures bizarres,
leur gym et tout. Et, il semblerait que ça ait marché, que ça a infecté l'Inde, car aujourd'hui, le yoga postural est devenu un véritable phénomène du monde. Je vais vous parler de Vivekananda, qui a joué un rôle crucial dans la popularisation du yoga aux États-Unis au XIXe siècle. Il a fait un discours remarquable au Parlement des religions du monde à Chicago en 1893, où il a présenté le yoga et la philosophie indienne à un public occidental en leur disant « Voilà, vous avez du matos, vous êtes élaboré au niveau technique, au niveau de l'ingénierie, au niveau de vos connaissances technologiques, mais nous, on a une technologie du corps et de l'esprit où en gros vous êtes nuls et nous on est bons. » C'est un peu ça l'idée de cette intervention qui a suscité un grand intérêt pour le yoga aux États-Unis et a contribué à l'émergence d'un mouvement de yoga postural dans les années 60 et 70 notamment. On peut donc dire que Vivekananda était un véritable pionnier dans la diffusion du yoga en Occident. Et vous savez quoi? Tout cela est parti grâce aux États-Unis. Oui, vous avez bien entendu, le pays de la malbouffe et des fast-foods est également à l'origine de la popularisation du yoga postural, comme on le connaît aujourd'hui. Les Américains ont commencé à s'intéresser au yoga dans les années 60 grâce à des personnalités telles que Richard Hittelman et Lilia Sfolan qui ont popularisé le yoga sur la télévision américaine. C'est un peu comme la pizza napolitaine. La pizza napolitaine était un petit peu fade, il y avait peut-être de la sauce tomate, une pâte, voilà, pas très ragoûtant, puis elle est partie aux États-Unis ils ont mis des merguez, des champignons, plein de trucs. Pour les véganes, ils ont mis des saucisses de tofu, et la pizza, elle est revenue avec du fromage et tout, elle est revenue en Italie. Et c'était toujours la pizza napolitaine, sauf qu'elle avait été revisitée. Et le yoga, en fait, c'est un peu pareil. C'est un peu né en Inde, c'est un peu une pratique qui était en train de s'éteindre, un peu insipide, un peu pour les initiés, on ne savait pas trop. Et elle est partie aux États-Unis, on a mis plein d'ingrédients et c'est revenu en mode, voilà, pizza napolitaine avec beaucoup de fromage, avec on croque dedans, c'est bon quoi. Voilà, donc les États-Unis ont énormément influencé le yoga et ça a un petit peu éteint le caractère religieux, ça l'a même complètement éteint. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que le yoga c'est pas du tout une religion. C'est vrai que ça a eu des influences religieuses, mais voilà, c'est passé dans un contexte, dans une culture qui est très occidentalisée. Du coup, ça a eu tellement d'influence que c'est fini, on peut plus dire que le yoga est religieux. Donc, je vais vous parler des Beatles, par exemple, qui se sont rendus en Inde en 1968 pour étudier le yoga avec le célèbre gourou Maharishi Mahesh Yogi, je crois, qui a fait la méditation transcendantale. C'est là que les choses ont commencé à bouger. Les médias occidentaux ont alors commencé à s'intéresser au yoga, et tout d'un coup, tout le monde voulait savoir comment faire des postures de yoga, et tout d'un coup, Rishikesh, notamment, s'est autoproclamé berceau du yoga, on pourrait dire berceau des Beatles. Donc cette ville qui est située au pied de l'Himalaya, qui était autrefois un endroit paisible pour les yogis et les pèlerins, est devenue en quelques années le nouveau centre mondial, le Disneyland du yoga postural. C'est comme ça qu'on l'appelle dans l'Inde du Sud, le Disneyland du yoga. Donc en haut, ils se disent oui, on est berceau du yoga, on est tout ça. Et puis dans le Sud, ils disent ouais, c'est Disneyland du yoga. Vous ferez votre propre avis. Donc tout ça grâce aux Beatles et à d'autres stars occidentales qui ont contribué à faire connaître le yoga dans le monde entier. Bien sûr, les yogis traditionnels en Inde ont pu être un peu frustrés de voir leur tradition millénaire être transformée en un simple exercice physique. Mais qui peut blâmer les gens pour vouloir se sentir aussi bien dans leur corps? Le yoga postural peut être un excellent moyen de se maintenir en forme et de se détendre. Donc même si les Américains ont un peu abusé, un peu exagéré en faisant tout cela un véritable culte, un marketing, un McDonald's parfois du yoga, en tout cas on peut remercier les Américains, les Beatles, les stars occidentales pour avoir contribué à faire connaître le yoga postural, même si cela a pour effet de transformer par exemple Rishikesh en une ville remplie de studios de yoga, de boutiques de vêtements, de restos, de cuisine végétarienne. Tout cela pour dire qu'aujourd'hui le yoga postural est devenu
un véritable phénomène de mode, et qu'il n'y a rien de mal à cela, tant qu'on n'oublie pas les racines profondes, spirituelles du yoga, et de savoir pourquoi on fait ça. Je vais vous parler de quelqu'un qui est très important, qui s'appelle Krishnamacharya. Donc Krishnamacharya, il a pris le Hatha Yoga, il connaissait les Védas par cœur, les Yoga Sutras, c'était un sage, un yogi qui connaissait énormément de choses, qui a étudié l'Ayurveda, et qui a adapté aussi la pratique en fonction de la société indienne telle qu'elle était, le culte du corps qui commençait à arriver, on voulait rendre le corps indien fort, résistant, puissant, etc. Donc toutes ces influences ont permis ou ont influencé Krishnamacharya pour faire un yoga. Et c'est là qu'est née la tradition des yogas dynamiques, avec beaucoup d'influences comme vous avez pu l'entendre. Donc il est parti du Hatha Yoga, et en fait il a lié les postures de Hatha Yoga avec des mouvements, et du coup c'est là que le Vinyasa Yoga, l'Ashtanga Yoga a commencé à naître dans le monde. Donc l'Ashtanga, c'est pas un fromage, c'est une pratique de yoga très physique. Alors, vous méritez votre fromage peut-être après avoir pratiqué l'Ashtanga, mais c'est une pratique qui est très compliquée et qui demande beaucoup de précision et de concentration. Donc voilà, Krishnamacharya a créé ça, et il va enseigner ça à des étudiants, des jeunes, des adolescents, des adultes qui sont puissants, et notamment à Patabi Joyce, qui va créer ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'Ashtanga Vinyasa, qui est une pratique de yoga dynamique créée par Patabi Joyce. Donc il a développé l'enseignement de Krishnamacharya à travers cette pratique. Il a créé des séries, surtout pour les Occidentaux, et voilà, ça a fait un boom dans le monde du yoga. Il est allé aux États-Unis. Par exemple, Krista Cahill, ma professeure que j'ai à Paris, c'est elle qui a accueilli Patabi Joyce, par exemple, pour la première fois dans son studio. La première fois qu'il est allé aux États-Unis, c'était dans son studio. Et la première fois que les Indiens yogis allaient aux États-Unis, c'était à Los Angeles. Donc Los Angeles, c'est un peu le berceau du yoga moderne, parce que tous les sages indiens sont allés directement là-bas au début. On a aussi BKS Iyengar, qui est un disciple de Krishnamacharya, donc qui a créé un style de yoga très précis, très lent. C'est plutôt du Hatha Yoga, donc on fait une pause, on digère, on fait une autre pause. C'est un yoga qui est très précis à l'extrême. Et moi j'en fais également un petit peu avec Valérie Métivier à l'entre-deux, qui est une excellente prof d'Iyengar. Et je ne pense pas que l'Iyengar, l'Ashtanga Vinyasa et le Vinyasa Yoga soient opposés. Je pense qu'ils sont très complémentaires du moment qu'on a un bon prof, qu'on a un prof qui sait nous enseigner les choses correctement. Et je pense que Valérie Métivier à l'entre-deux est une super prof. Et son enseignement de l'Ashtanga, de l'Iyengar est très complémentaire pour ma pratique d'Ashtanga, par exemple. Donc, en fin de compte, maintenant, le yoga, c'est un peu comme un buffet à volonté. Un peu délicat pour certains d'entendre ce truc de buffet à volonté, mais c'est pourtant le cas. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez et laisser ce que vous ne voulez pas en fonction de vous, de votre anatomie, de votre histoire, de vos ambitions, de votre culture religieuse, etc. Donc c'est un mélange unique de philosophie, de culture et de pratiques qui ont évolué au fil du temps pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui comme le yoga postural, surtout qui a émané de Krishnamacharya et de tous ces styles de yoga dynamique, et des yogis qui sont allés aux États-Unis. Donc le yoga est devenu une sorte de melting pot spirituel où chacun peut y trouver son compte, qu'il soit religieux ou pas. Alors si vous cherchez à améliorer physiquement, mentalement et spirituellement votre être tout entier, il est temps de vous inscrire à un cours de yoga et d'oublier la rigidité et la pseudo-authenticité que certains proclament, car comme vous avez pu le constater, il est impossible de définir un yoga authentique, mais peut-être qu'il y a des personnages égocentriques où seul leur yoga est valable. Catastrophique. Le yoga, on pourrait en parler pendant des heures, voire des jours, mais finalement le but du yoga, c'est quand même simple. Aller mieux.
Oui, on veut tous se sentir bien dans notre corps, dans notre tête. Mais attention, on ne veut pas y passer toute notre vie. On n'a pas envie de pratiquer pendant 10 ans, 15 ans, 65 ans, avant de se sentir mieux, avant d'avoir des effets, avant de comprendre un truc. Non. Le yoga, c'est pour avoir des résultats quand même rapidement et efficacement, avec des personnes, des professeurs, qui nous guident correctement. Oui, on peut utiliser toutes les méthodes qui nous conviennent, donc posture, méditation, respiration, et même les pratiques les plus spirituelles ou philosophiques. Tout ça pour atteindre notre but, être heureux et épanoui. Mais il faut quand même faire attention à ne pas tomber dans l'excès, pas besoin de faire des postures de contorsionniste jusqu'à se blesser les ligaments des genoux, ou de méditer pendant des heures jusqu'à s'ennuyer, à mourir et se dégoûter de la pratique pour y arriver. À mort la rigidité! Mais ne soyons pas non plus trop légers, aériens, oh, ah oui, oui. Non, on va essayer de garder l'équilibre. En fin de compte, vous savez, le yoga, c'est une question d'équilibre. Donc, entre le corps et l'esprit, entre la pratique et la vie quotidienne, entre l'effort et le repos. Alors, on peut pratiquer n'importe quelle méthode qui nous convient, du moment qu'elle nous aide à aller mieux et qu'elle nous permet de nous libérer rapidement, si l'envie nous fait sentir. Je vous encourage tous d'aller voir les pratiques différentes, de voir celle qui vous convient, mais surtout d'aller voir un enseignant qui vous accompagne correctement, parce que peu importe la méthode, ce qui va rendre la pratique efficace, c'est notamment la qualité de l'enseignement que vous allez recevoir. Donc j'espère que ce résumé de l'histoire du yoga vous aura apporté des compréhensions, des éclaircissements et une envie d'en savoir plus. J'espère que ce résumé vous aura encouragé à développer un peu plus votre pratique de yoga, à commencer le yoga. Et pour ma part, ce podcast s'arrête ici. J'ai pris énormément de plaisir à créer ce podcast, et énormément de temps aussi, de travail. Donc si vous pouvez laisser un like, laisser un commentaire, c'est hyper important pour moi, pour m'aider, pour continuer de développer ces choses-là. Si je vois qu'il y a de l'intérêt, ça va me pousser à fournir encore plus d'éléments, fournir encore plus de contenu. Donc voilà, laissez un message, laissez un commentaire, ça fait du bien pour moi, pour la visibilité, et ça m'encourage dans le travail que je suis en train de faire. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt sur les ondes de ce podcast. Namasté.